Extra, extra, read all about it. The pinball wizard and the miracle cure. Extra, extra, read all about it. Extra. Bonjour à tous. Aujourd'hui, après avoir parlé plutôt des aspects technologiques, véritablement purs avec les technologies de l'information, on va parler plutôt de technologies un peu plus douces, un peu plus molles. On va parler des sciences du vivant. Parce que effectivement, le progrès technologique, s'il nous touche vraiment très profondément, c'est surtout ce qui touche aux sciences du vivant, c'est-à-dire au médical, à l'agriculture, à la manière de se nourrir. Donc voilà un petit peu ce que j'entends par les sciences du vivant. Le cheminement qu'on va avoir, c'est de parler d'abord d'agriculture et de l'industrie alimentaire, qui est effectivement le cheminement de l'agriculture grâce au progrès technologique vers une industrie, et du coup de l'influence de cette industrie sur notre santé. La santé, ça va nous faire parler forcément de médecine, et on arrêtera là en fait, mais c'est vrai qu'on pourrait continuer vers la chirurgie esthétique, qui est une manière aussi de soigner, ça soigne l'image. Et puis, tant qu'on est à l'image, pourquoi pas continuer avec le piercing et le tatouage, qui sont aussi des... Donc tout ça, c'est des modifications de l'humain qui introduisent un petit peu un concept beaucoup plus complexe, qui est celui du post-humanisme. J'ai mis quelques références au post-humanisme sur le blog, donc essayez d'aller les voir. Là, c'est juste histoire d'un petit peu planter le décor autour des sciences du vivant. Donc, nous commençons par l'agriculture. Et l'agriculture, ça a été une invention, une révolution technologique à une époque où l'humanité, c'était des chasseurs-cueilleurs. Et pour se sédentariser, ou parce qu'ils se sont sédentarisés, ou grâce à l'agriculture, ils se sont sédentarisés et sont devenus plus prospères plutôt que d'être à la merci de la cueillette, de la chasse. Donc l'agriculture a permis de stabiliser l'humanité et de se développer. Et donc le premier enjeu de l'agriculture, c'est de nourrir la planète, de nourrir les humains plutôt. On a rajouté depuis peu, parce que j'ai fait un grand bond en arrière et puis là on fait un grand bond en avant, depuis très peu de temps, on a rajouté un deuxième enjeu qui est de fournir des biocarburants pour remplacer le pétrole. C'est vrai que même avant cet enjeu de biocarburants, on utilisait le bois pour se chauffer, donc de toute manière le végétal a toujours un petit peu aussi servi de combustible, de carburant, mais c'est bien plus flagrant maintenant parce que on a ces deux aspects, nourrir des humains ou nourrir des machines, hein, nourrir la planète ou des biocarburants, ou fournir des biocarburants, c'est vraiment nourrir des humains ou nourrir des machines. Et déjà, on nous parle dans les journaux, à la télé, sur Internet, des problèmes que cela engendre parce que si on nourrit les machines, si on utilise l'espace cultivé pour nourrir les machines, on n'a plus suffisamment d'espace cultivé ou on pourrait ne plus avoir suffisamment d'espace cultivé pour nourrir les humains. Donc, ce gros enjeu pour nourrir la planète, effectivement, ça a été pendant longtemps un problème. L'humanité a connu de nombreuses famines parce qu'on ne produisait pas assez, parce qu'on produisait mal. Et donc, on a industrialisé l'agriculture, on a inventé l'industrie agroalimentaire, qui a conduit aussi à, forcément, quand on résout un problème, souvent on en crée un autre. Cultiver de façon intensive a introduit de nouveaux problèmes qui sont dénoncés dans ce film Alerte à Babylone. J'ai mis un extrait qui vient de YouTube, là, qui est très intéressant, parce qu'il montre un ingénieur de l'INRIA qui nous explique effectivement les soucis auxquels l'hyper-industrialisation, l'hyper-technicisation du métier d'agriculture a conduit, avec des terres qui s'appauvrissent, des plantes où la biodiversité n'est plus de mise parce qu'on ne cherche plus des qualités gustatives, des qualités nutritionnelles forcément, mais on cherche d'abord du rendement, de la quantité plutôt de la qualité, et donc du coup des problèmes. Donc ces problèmes de l'industrie agroalimentaire, ce sont ceux dus à la productivité. Alors le problème, c'est aussi une qualité, parce que la productivité permet de nourrir tout le monde, mais la productivité a engendré de nouveaux problèmes. De la même manière, la globalisation, parce qu'on fait de la culture intensive de certaines denrées, de blé à un endroit, et puis on l'exporte à travers la planète, de riz à un autre, et on l'exporte à travers la planète. Donc ces deux productivité et globalisation, les deux problèmes sont bien mis en avant dans ce premier film, Alerte à Babylone. problèmes
Et ils sont surtout alors montrés alors d'une manière qui nous touche beaucoup plus parce qu'on est français et qu'on aime bien ça. Autour du vin, ça c'est ce film Mondovino est excellent là-dessus. Il montre les dérives de la globalisation quand on touche par exemple à un produit de terroir qui était un produit de terroir comme le vin. Un produit de terroir, ça veut dire que chaque vin a ses spécificités. Et ça, devant un marché global, devant un marché mondialisé, c'est très mauvais. Parce que quand vous achetez du coca, vous savez quel est le goût du coca. Et si vous aimez le coca, vous n'aimez pas le Pepsi. Inversement, si vous aimez le Pepsi, vous n'aimez pas le coca, et c'est deux goûts bien différents. Mais vous voyez là, on a, pour les colas, disons, on a deux goûts, et c'est tout. Sur le vin, on avait des centaines de goûts. Alors pour lutter, entre guillemets, contre ces centaines de goûts, Monsieur Parker et un consultant que l'on voit à l'œuvre dans Mondovino ont décidé de quel était le goût du bon vin. Et ils ont transformé donc ce vin produit de terroir en produit globalisé, uniforme. Et quand on achète du bon vin selon Parker, d'où qu'il soit, on s'attend à des qualités gustatives qui vont être les mêmes de partout. Donc ce film Mondovino est justement la deuxième partie des deux problèmes que je citais. Après la productivité, c'était la globalisation. Donc c'est sur la globalisation du goût du vin. Du coup, bizarrement, à l'encontre de l'agriculture, quand elle est devenue industrie agroalimentaire, l'écologie s'est emparée de l'agriculture et nous a amenés vers le bio, vers des choses comme ça, parce qu'il fallait une réponse à l'industrie agroalimentaire. L'écologie, ça peut nous faire parler de plein de choses. Il y a encore des films qu'il faudrait voir. Donc on avait déjà Alerte à Babylone, on a Mondovino. Il y aurait Un Inconvenient Truth, le fameux documentaire qui nous parle de réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a un réchauffement climatique? Est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce qu'il est dû à l'homme? Est-ce qu'il n'est pas dû à l'homme? Donc Un Inconvenient Truth que je vous conseille aussi de voir. J'ai pas mis d'extrait sur le blog, c'est vrai que je pourrais en rajouter. Il y a un autre aspect de l'écologie donc qui est bien de réfléchir dessus, c'est présenté dans Le Monde selon Monsanto et ça nous parle d'OGM. Quand les écologistes refusent les OGM, est-ce qu'ils font preuve de salubrité publique, est-ce qu'ils veulent vraiment nous protéger ou c'est simplement de l'obscurantisme? Monsanto nous explique que pour mieux répondre aux enjeux de l'industrie agroalimentaire, de nourrir toute la planète, on a besoin des OGM. Et à l'opposé, les écologistes nous disent qu'au contraire, ça va engendrer plus de problèmes que de solutions. Pour conclure un petit peu tous ces dangers, j'ai encore un film. C'est un cours avec des films, hein, vous avez remarqué. Et ce dernier film, c'est Nos enfants nous accuseront. Alors, en fait, c'est les miens d'enfants, donc ça veut dire que c'est un petit peu vous qui risquez de m'accuser dans quelques années. Nos enfants nous accuseront parle effectivement des problèmes dus à la pollution, des problèmes dus à l'industrialisation de l'agriculture et des nouvelles maladies qui sont engendrées, de l'utilisation de trop de pesticides, de l'utilisation des OGM, et ainsi de suite. Un excellent documentaire. Vous avez encore une fois sur le blog un petit bout qui va sans doute vous donner envie, j'espère, d'en voir plus. Et donc tout ça nous amène à revoir les enjeux de l'agriculture. On avait au départ nourrir la planète et fournir des biocarburants pour remplacer le pétrole. Euh, on peut ajouter cet enjeu qui faisait partie originellement de nourrir la planète, mais on l'a oublié, c'est d'assurer prospérité et santé. Donc c'est nourrir la planète, mais pas à n'importe quel prix, parce que notre santé est en jeu, et si notre santé est en jeu, ça veut dire qu'on va parler de médical. Pour ce qui est du médical, vous allez voir, je suis pour une fois un peu plus optimiste. Pour le médical, c'est vrai qu'on a des progrès assez impressionnants. On peut commencer par parler des prothèses. Je crois que c'est là où on ne s'en rend pas compte, mais on est beaucoup à porter des prothèses. J'ai des lunettes, comme beaucoup de gens, on a des lunettes, des lentilles de contact. C'est un exemple de prothèse, donc quelque chose que on rapporte, qu'on ajoute à notre corps pour en améliorer les performances. Il y a aussi des orthèses qui sont des prothèses extérieures pour, euh, pour améliorer justement les performances de notre corps. Et donc on va voir ça avec quelques petites vidéos.
Vous verrez, il y a donc 3 extraits là on peut en voir plus sur YouTube. On a des opérations où on voit comment se mettent ces prothèses aux épaules, aux hanches. C'est assez impressionnant. Et je dois dire que le travail des chirurgiens est assez remarquable. Ceux qui ont permis de mettre au point ces choses-là et ceux qui sont capables maintenant de le faire de manière, c'est un acte chirurgical pas banal, mais enfin quotidien. Et on peut leur tirer notre chapeau. Au niveau des orthèses, donc ce qui permet de rendre la marche à des handicapés, par exemple, c'est aussi des choses, on peut là aussi saluer le travail des chercheurs, et avec une vidéo de quelqu'un qui est complètement paralysé, qui remarche pour la première fois, même si effectivement il est loin d'avoir une démarche naturelle, c'est quand même formidable, je pense, pour quelqu'un qui est cloué dans un fauteuil, de se retrouver enfin debout et plus le regard à mi-hauteur. Alors, vous avez vu que je vois toujours le mauvais côté des choses, souvent, hein. Donc, forcément, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter un petit côté négatif à tout ça, avec bien sûr les militaires qui travaillent aussi sur les orthèses et qui nous ont inventé un Ironman, un guerrier, un soldat équipé d'une orthèse et beaucoup plus performant qu'un humain normal. Et bon, ça c'est le côté un petit peu inquiétant que je me replais toujours à rappeler. Et si on en est à mécaniser un humain pour le rendre plus performant, pourquoi pas carrément utiliser des robots? Alors, pas encore pour faire la guerre, mais là j'ai mis 2 exemples de robots. Il y en a d'autres sur le blog. Les robots, on peut les avoir effectivement de 2 types. On a soit les Swarmbots, là, qui sont des robots intelligents, mais pas du tout Android. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas figure humaine, mais en revanche, ils sont capables de discuter entre eux et de prendre des décisions pour faire des choses. Et puis on a un autre robot qui est aussi un exercice de recherche, Kismet, qui lui a des émotions, est capable de... Il n'a pas des émotions, pardon. Il montre, il simule des émotions sur son visage, sur son pseudo-visage. Sur le blog, vous trouverez aussi du fameux robot de Honda, qui est Asimov, qui lui est capable de marcher et même de courir. Donc si on combine un petit peu tout ça, il y a aussi des robots humanoïdes assez impressionnants. Si on combine tout ça, ça veut dire qu'on est capable de faire un robot humanoïde qui va avoir une démarche quasiment naturelle, qui va être capable de prendre des décisions intelligentes, d'être doté d'intelligence artificielle. Et bon, je suis arrivé là en passant par les soldats, mais la première finalité, si vous avez remarqué, il y a beaucoup de recherches sur la robotisation au Japon. Le Japon est face à un problème qui est le vieillissement de sa population. Et c'est vrai que quand vous avez 100 ans, il est difficile de se faire garder, aider par son fils de 80 ans qui lui-même aura de la difficulté à demander à son fils de 60 ans de prendre soin de lui. Donc le Japon est face au vieillissement de la population et une des réponses que certains chercheurs voudraient apporter, c'est du papy-sitting, c'est-à-dire pourquoi pas des robots qui prendraient en charge des personnes âgées. Et pourquoi pas même des robots qui prendraient en charge des jeunes bébés. Si vous avez lu des choses comme Le meilleur des mondes euh, et d'autres romans de ce genre-là, vous voyez qu'on est en train de créer petit à petit ce monde robotisé où les humains, à des moments où ils ont peut-être le plus besoin de chaleur humaine, hein, quand on est bébé ou quand on est âgé et qu'on est en fin de vie, plutôt que de la vraie chaleur humaine, on va nous proposer bientôt de la remplacer par de la chaleur humaine simulée, artificielle, avec des robots. Et ça me fait penser à ce film Wall-E où effectivement les gens sont complètement dépendants de robots. Donc merci encore d'avoir mis cet extrait en ligne. J'en ai fini pour aujourd'hui. On a fait un tour très rapide, mais qui a peut-être duré trop longtemps à écouter, sur les sciences du vivant. Je mets ça aussi en PDF, peut-être ça sera plus facile pour suivre les liens, mais de toute manière, tout est sur le blog. Donc je vous remercie encore pour votre attention et je vous dis à très bientôt.